En avril 2015, un jeune homme de Daytona Beach, Raymond Frolander, âgé de 18 ans, a comparu devant le tribunal pour répondre d'un crime qu'il avait commis l'année précédente. L'adolescent a plaidé non coupable d'attouchements obscènes et lascifs sur un enfant, un crime qui est généralement passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Cependant, Raymond Frolander a reçu une peine plus légère de 25 ans de prison de la part de la juge Leah Case à la suite de l'accord sur son plaidoyer. Mais l'accord prévoyait également qu'à sa sortie de prison, Frolander serait inscrit sur la liste des prédateurs sexuels et placé sous surveillance électronique pour le reste de sa vie. À part, l'histoire de Gary Ploche montre jusqu'où un père aimant est prêt à aller pour protéger sa famille et se venger de ceux qui font du mal à leurs enfants. Dans cette histoire, Gary Ploche n'a pas laissé à l'agresseur de son fils, Jeff Doucet, le bénéfice de se défendre au tribunal et l'a expédié dans l'au-delà d'une seule balle dans la tête, tirée d'un revolver. 38 à bout canon, à bout portant. Avant l'incident, Gary Ploche était un père de famille ordinaire qui aimait profondément son fils, Jody Ploche. Jusqu'au moment où il a appuyé sur la gâchette et mis fin à la vie de Jeff Doucet, Gary Ploche n'avait pas de casier judiciaire et était plutôt un citoyen modèle. Cependant, il avait toujours dit à qui voulait l'entendre qu'il tuerait quiconque toucherait à son fils. Bien des années plus tard, lors d'une interview exclusive, Jody Ploche, alors âgé de 40 ans, admet que l'approche extrême de son père en matière d'abus l'a empêché de se confier à lui. Sur CE, Browning, qui portait un maillot de football, a repoussé les caméras avec colère avant de traverser et de contourner la foule de journalistes qui se dirigeaient vers la sortie du tribunal. Il est intéressant de noter que le père en colère ne parlait pas en parabole lorsqu'il affirmait avoir épargné la vie de Frolander. Aux premières heures du 18 juillet 2014, Jason Browning a surpris Raymond Frolander en train de réaliser ses fantasmes sexuels avec son fils, alors âgé de 11 ans. Et, dans un élan de colère, il a battu l'adolescent jusqu'à le réduire à néant. Quelques instants avant cette scène horrible, Browning avait quitté son appartement pour aller chercher de la nourriture, et Frolander a profité de son absence pour commettre cet abus. Frolander avait un lien familial étroit avec Browning, et vivait même à côté du garçon et de son père. En outre, la belle-mère de Frolander était fiancée à Browning, et il était donc fréquent que Frolander se retrouve seul avec sa victime. Ce jour-là, après que Jason Browning eut quitté l'appartement, Raymond Frolander a conduit sa victime dans une arrière-boutique, lui a retiré son pantalon et a commencé à sodomiser le garçon de 11 ans. Complètement absorbé par ces activités malveillantes, Frolander n'a jamais anticipé le fait que le père de sa victime reviendrait à l'appartement plus tôt que prévu. Selon la police, lorsque Browning est revenu à l'appartement, il a été immédiatement alerté par des bruits étranges provenant de la chambre à coucher. Lorsqu'il a poussé la porte, ses yeux ont été confrontés à une horreur dont aucun parent ne devrait jamais être témoin. Frolander, pantalon baissé, en train de se livrer à des actes sexuels sur le pauvre enfant. Presque par réflexe, Browning a lancé une attaque vicieuse sur Frolander, qui a laissé le jeune homme de 18 ans, le visage ensanglanté et inconscient sur le sol de l'appartement de Browning. Mais Browning n'en avait pas fini. Ce père de famille, âgé de 35 ans à l'époque et lui-même victime d'abus sexuels, a admis plus tard qu'il était déterminé à tuer Frolander. Quelques jours après l'incident, Browning a déclaré à la presse locale qu'après que Frolander se soit évanoui sur le sol de son appartement, il s'est rendu dans la cuisine et a saisi un couteau pour l'achever. Mais son fils s'est interposé et a supplié son agresseur de lui laisser la vie sauve. Le jeune garçon a fait preuve d'une grande bravoure, ce qui a permis d'éviter que la situation ne dégénère. Bien que les médias l'aient surnommé le papa héros dans les jours qui ont suivi l'incident, M. Browning s'est empressé de souligner que le véritable héros dans cette histoire était le petit garçon qui a sauvé la vie de son agresseur. Browning a plaisanté. « Mon fils est celui qui s'est interposé devant moi et m'a arrêté. Mon fils a sauvé la vie de son agresseur, alors qui est vraiment le héros dans cette situation ?» Après avoir laissé tomber le couteau, Browning a appelé le 911 et a eu une conversation très intéressante avec le répartiteur. Il a dit: lorsque le répartiteur du 911 lui a demandé si des armes avaient été utilisées lors de cette brutale agression, Jason Browning a répondu « Mon pied et mon poing ». Browning a ajouté « Je ne lui ai pas posé de questions, monsieur. Il est gentiment assommé sur le sol pour vous. Je l'ai emmené dans le salon. Envoyez une ambulance. Il va en avoir besoin. » Peu après l'appel, la police est arrivée à l'appartement de Browning à Daytona Beach et a trouvé Raymond Frolander inconscient. Il a ensuite été transporté au Halifax Health Medical Center, où il a été soigné pour ses blessures. Une photo d'identité prise lorsque Frolander a repris connaissance montre qu'il a été violemment battu au visage, que ses lèvres et ses yeux sont visiblement enflés et qu'il présente plusieurs lacérations et ecchymoses au niveau du visage. Selon la déclaration sous serment de Raymond Frolander, ce dernier a admis avoir abusé sexuellement de l'enfant. Lorsque la police s'est entretenue avec la victime, celle-ci a révélé qu'elle avait été agressée à plusieurs reprises par Frolander depuis l'âge de 8 ans.
En outre, la victime a affirmé que Frolander l'avait menacée de ne pas révéler les abus à qui que ce soit et que si elle le faisait, des choses terribles se produiraient. Compte tenu des récits de la victime et de son père, ainsi que des aveux de Frolander, l'adolescent a été inculpé d'agression sexuelle sur un enfant de moins de 12 ans et placé en détention provisoire dans la prison du comté de Volusia jusqu'au moment de sa condamnation. Jason Browning, quant à lui, n'a été inculpé d'aucun crime par la police. À l'époque, le chef de la police de Daytona Beach, Mike Cheatwood, avait même exprimé son soutien à Browning et affirmé qu'il n'avait rien à redire sur ce qu'avait fait le père de la victime. S'exprimant sur l'affaire, Cheatwood a déclaré « Le père se comportait comme un père. Je ne vois pas ce qu'on pourrait reprocher au père. » L'histoire de Gary Ploche montre jusqu'où un père aimant est prêt à aller pour protéger sa famille et se venger de ceux qui font du mal à leurs enfants. Dans cette histoire, Gary Ploche n'a pas laissé à l'agresseur de son fils, Jeff Doucet, le bénéfice de se défendre au tribunal et l'a expédié dans l'au-delà d'une seule balle dans la tête tirée d'un revolver, 38 à bout canon à bout portant. Avant l'incident, Gary Ploche était un père de famille ordinaire qui aimait profondément son fils, Jody Ploche. Jusqu'au moment où il a appuyé sur la gâchette et mis fin à la vie de Jeff Doucet, Gary Ploche n'avait pas de casier judiciaire et était plutôt un citoyen modèle. Cependant, il avait toujours dit à qui voulait l'entendre qu'il tuerait quiconque toucherait à son fils. Bien des années plus tard, lors d'une interview exclusive, Jody Ploche, alors âgé de 40 ans, admet que l'approche extrême de son père en matière d'abus l'a empêché de se confier à lui lorsque Doucet a commencé à l'agresser à l'âge de 10 ans. Selon ses propres termes, « Mon père était vraiment trop extrémiste. Il avait l'habitude de dire aux gens « Si quelqu'un touche à mon enfant, je le tue. » Je savais qu'il ne plaisantait pas. C'est pourquoi je ne pouvais en parler à personne, et c'est exactement ce qu'il a fini par faire. L'abus de Jody Ploche par Doucet a commencé en 1983. À l'époque, Doucet entraînait Jody et d'autres enfants au karaté. Il a finalement attiré le jeune Jody, âgé de 10 ans, dans l'acte impie sous le prétexte de lui apprendre à conduire. L'instant d'après, le mineur était assis sur les genoux de Doucet, au volant d'une 280Z, et c'est à ce moment-là que Doucet est passé à l'action. En racontant son expérience, Jody explique qu'il a soudain senti les mains de Doucet sur ses genoux et que, bien que cela lui ait paru très bizarre, il n'a rien dit. Cependant, plusieurs pensées se bousculèrent dans sa tête à ce moment-là. Il raconte « Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est peut-être un accident? Alors je n'ai rien dit, mais maintenant, je sais qu'il testait les limites. C'est de la pédophilie classique. Il teste tous les limites. » Doucet a fini par arrêter l'entraînement pour ce jour-là et a envoyé les autres enfants au 7-11 pour des collations. Cependant, il a fait attendre Jody derrière lui, prétendant qu'il avait besoin de faire un peu de travail supplémentaire avec lui. Une fois que la voie était libre, Doucet conduisait Jody dans son arrière-boutique, où il pratiquait divers actes sexuels sur le petit garçon sans défense. C'est devenu la routine des 2 mois suivants, et même lorsque Jody a commencé à trouver toutes sortes d'excuses pour éviter l'entraînement de karaté, Doucet a toujours trouvé un moyen de l'y faire participer. À plusieurs reprises, Jeff Doucet s'est présenté au domicile des Ploche pour traîner une Jody réticente à l'entraînement de karaté. À chaque fois, June Ploche, la mère de Jody, le laissait emmener son enfant, persuadé que l'entraîneur savait mieux que lui. À son insu, Doucet utilisait son fils pour assouvir ses fantasmes sexuels inavouables et très illégaux. Cette situation s'est poursuivie pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où Doucet a décidé qu'il voulait sa victime, qui avait alors 11 ans, pour lui tout seul. Il s'est alors emparé du garçon et a voyagé en bus de Port Arthur, au Texas, à Los Angeles, où ils se sont cachés à Disneyland pendant plusieurs jours. Après avoir disparu pendant 10 jours, Jody a réussi à convaincre Doucet de lui permettre d'appeler sa mère. La police a pu localiser l'appel jusqu'à un motel d'Anaheim et a rapidement sauvé Jody de son agresseur. Une fois réuni avec sa famille, qui était déjà morte d'inquiétude, Jody a raconté les épreuves qu'il avait subies en captivité et un kit de viol a prouvé qu'il avait été sodomisé à plusieurs reprises. Bien que Gary Ploche soit ravi d'être réuni avec son fils, la connaissance des horreurs que son fils bien-aimé a endurées pendant les mois qui ont précédé son enlèvement a fait bouillir de rage ce père au cœur brisé. Il voulait désespérément que justice soit faite, mais pas dans une salle d'audience. Il a donc mis au point un plan pour tuer Doucet. Selon Jody, son père ne se voyait tout simplement pas vivre dans le même monde que l'agresseur de son fils. Jody a expliqué dans l'interview de 2012 « Mon père est allé à l'aéroport en pensant qu'il allait mourir. Il a dit que Jeff ou lui allait mourir cette nuit-là. » Le 16 mars 1984, Jeff Doucet a été extradé à Baton Rouge, Los Angeles, et plusieurs journalistes se trouvaient à l'aéroport pour filmer son arrivée.
Parmi la foule de personnes qui attendaient à l'arrivée de Doucet à l'aéroport, se trouvait Gary Ploche, qui a dissimulé son identité derrière un déguisement et s'est placé stratégiquement dans une cabine téléphonique qui se trouvait sur le chemin par lequel Doucet devait passer. Alors que les agents escortaient Doucet, menotté, dans l'avion et dans l'embuscade, Gary a sorti l'arme de sa botte et a tiré une balle dans la tête de Doucet. La fusillade a été filmée par une équipe de télévision qui attendait l'arrivée de Jeff Doucet à l'aéroport de Bâton Rouge, et les scènes ont fait l'effet d'une onde de choc dans tout le pays. Cependant, l'acte avait été accompli, et Doucet est décédé moins de 24 heures après la fusillade. Entre-temps, Gary Ploche a été immédiatement placé en détention et inculpé de meurtre au second degré. Cependant, Gary a conclu un accord avec les procureurs pour une accusation réduite d'homicide involontaire, qui est passible d'une peine maximale de 21 ans d'emprisonnement. En août 1985, le juge Frank Saya a condamné Gary Ploche à 7 ans de prison avec sursis. En outre, le juge a également condamné Gary à 5 ans de mise à l'épreuve et à 300 heures de travaux d'intérêt général qu'il a effectués dans son église locale, principalement pour couper l'herbe. Le juge a justifié cette peine légère en expliquant que Gary Ploche ne représentait pas une menace pour la communauté et que par conséquent, l'envoyer en prison ne servirait à rien. Il n'y a pas d'excuse pour se faire justice soi-même, mais certaines de ces affaires de viol sont si troublantes qu'elles placent les pères des victimes dans une position où ils estiment n'avoir d'autre choix que de se venger de leurs agresseurs. Ce type de situation est d'autant plus difficile à accepter pour les pères des victimes que les hommes sont traditionnellement chargés de protéger et de défendre l'honneur de leur foyer. Ainsi, voir quelqu'un voler l'innocence de leur enfant d'une manière aussi méprisable est parfois trop dur à digérer pour ces pères. Dans un pays très traditionnel comme l'Inde, les hommes ont tendance à prendre très au sérieux leur rôle de protecteur du foyer. On ne peut donc qu'imaginer ce qu'a dû ressentir notre prochain père, Paramjit Singh, lorsque sa fille de 7 mois a été violée par Parminder Singh, 17 ans, en avril 2014. Contrairement à l'histoire précédente, Paramjit a réagi de manière plus subtile et a même permis que l'affaire soit portée devant les tribunaux, avant de se venger de l'agresseur de sa petite fille. 2 ans après le viol, Paramjit Singh et Parminder Singh se sont rendus au tribunal de district de Bathinda pour la première audience concernant l'affaire. Après l'audience, Paramjit a mis son plan à exécution en proposant à Parminder un compromis ainsi qu'une moto pour rentrer au village. Alors qu'ils approchaient du village de Jumba, Paramjit a réussi à maîtriser l'adolescent et à l'attacher à un arbre. Après avoir réussi à maîtriser le violeur de 17 ans, il l'a attaqué avec une arme tranchante, lui infligeant plusieurs blessures à la tête et sur d'autres parties du corps, avant de lui couper les 2 mains. Après l'agression, Paramjit s'est enfui. Heureusement pour Parminder, des villageois l'ont trouvé et ont pu l'emmener d'urgence à l'hôpital civil de Bathinda avant qu'il ne se vide de son sang. Bien que son état ait été déclaré critique lorsqu'il a été amené à l'hôpital, le docteur Ajay Gupta a pu le stabiliser au cours des 2 jours suivants. Alors que les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour sauver la vie de Parminder, la police avait également lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver Paramjit et avait déjà enregistré un cas de tentative de meurtre à son encontre. Quelques jours plus tard, Paramjit a été appréhendé par la police près de la scène du crime dans le village de Jumba, dans le district de Bathinda. Peu après l'arrestation, la police a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a donné plus de détails sur l'affaire. Selon le superintendant de la police, détective Bikramjit Singh, Paramjit a déclaré à la police lors de l'interrogatoire que l'attaque était préméditée et qu'il avait emporté une corde et une arme tranchante à cet effet. Le mardi, il a proposé à l'accusé de viol Parminder Singh, 17 ans, un compromis et un trajet en moto jusqu'aux tribunaux de Bathinda pour mettre en œuvre l'accord. En chemin, il a drogué l'accusé de viol en dopant son coca et l'a emmené à Jumba, où il l'a attaché à un arbre et lui a coupé les mains. Paramjit Singh a ensuite été inculpé de tentative de meurtre, conformément à l'article 307 du Code pénal indien, IPC. Compte tenu de la rigidité des lois indiennes, il est très peu probable que Paramjit Singh puisse éviter de faire de la prison comme ses homologues américains. Cependant, vous pouvez être sûr qu'il se consolera en se disant qu'il a pu se venger méchamment du violeur de sa fille. En juin 2012, un triste incident s'est produit à l'extérieur de la ville de Shiner, une petite communauté située entre Houston et San Antonio, qui a changé à jamais la vie des personnes concernées et a également plongé le pays tout entier dans la frénésie pendant plusieurs semaines. Par un chaud samedi après-midi, un père texan, dont le nom n'a pas été révélé pour protéger l'identité de sa fille, a été contraint de battre à mort un autre homme, Josu Mora Flores, après l'avoir surpris en train d'agresser sexuellement sa fille, alors âgée de 5 ans, lors d'une réunion de famille. Selon le bureau du shérif du comté de Lavaca, le père, alors âgé de 23 ans,
et sa famille s'étaient réunis ce jour-là pour une séance de ferrage de chevaux dans le ranch familial, où ils élèvent des chevaux et des poulets. 7 personnes étaient présentes au total, dont 4 membres de la famille, 2 connaissances et l'agresseur, un travailleur légal originaire du Mexique et étranger à la famille. Flores, âgé de 47 ans à l'époque, n'était au ranch que pour donner un coup de main, mais il a rapidement laissé sa dépravation sexuelle prendre le dessus, ce qui l'a inévitablement conduit à une mort prématurée. À un moment donné de la journée, la fillette de 5 ans s'est égarée dans la grange pour nourrir les poulets. Quelques instants plus tard, le père l'a entendu crier et a couru dans sa direction, pensant qu'elle était tombée ou qu'elle s'était blessée, pour découvrir Flores en train d'agresser sexuellement la mineure. Le père s'est empressé de retirer le violeur de sa fille terrifiée, et c'est à ce moment-là que la rage est apparue. Il a alors asséné de violents coups à la tête de Flores, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Presque immédiatement, le père de la victime a été réveillé de sa rage vicieuse, et lorsqu'il a réalisé la gravité des blessures de Flores, il a appelé le 911. Dans l'enregistrement de l'appel au 911, qui a ensuite été diffusé par le bureau du shérif du comté de Lavaca, il est dit que le père de la victime a été réveillé par sa rage vicieuse. Malgré ce que Flores avait fait, le grand-père et la tante de la victime lui ont administré une réanimation cardio-pulmonaire dans un ultime effort pour lui sauver la vie. Cependant, lorsque les secouristes sont arrivés sur les lieux, ils l'ont trouvé mort, le pantalon et les sous-vêtements baissés. À l'issue d'une enquête approfondie, la police a également confirmé que les récits du père et d'autres témoins du ranch étaient parfaitement vérifiés. Plus important encore, les preuves médico-légales obtenues à l'hôpital où la jeune fille a été soignée indiquent qu'elle a été victime d'abus sexuels. L'histoire a rapidement suscité l'intérêt de divers médias à travers le pays, ainsi que du peuple américain, dont beaucoup se sont empressés d'apporter leur soutien à la victime et à son père. Même les agents des forces de l'ordre qui avaient placé le père en garde à vue à la suite de l'incident, comme la loi les y obligeait, l'ont exonéré de toute responsabilité, décrivant ses actes comme ceux d'un père aimant faisant ce qu'il pensait devoir faire pour protéger sa fille. Dans une interview exclusive, le shérif du comté de Lavaca a précisé que le père regrettait la mort de Flores et qu'il n'avait certainement pas l'intention de le tuer. Il a déclaré: « De nombreux habitants de Shiner avaient également beaucoup à dire sur cette affaire, et beaucoup d'entre eux ont trouvé qu'il était assez facile de justifier les actions du père. Une femme en particulier, qui a parlé aux journalistes sous le couvert de l'anonymat, a déclaré: « Plusieurs habitants n'ont pas pu cacher leur dégoût pour l'agresseur décédé et ont affirmé que le père était tout à fait en droit d'utiliser la force meurtrière pour protéger sa fille dans cette situation. » Malgré la vague de soutien recueillie par le père, l'affaire a finalement été renvoyée devant un grand jury qui devait décider si le père de la victime serait inculpé de meurtre. Une semaine après le malheureux incident, un grand jury du comté de Lavaca a refusé d'inculper le père, au grand soulagement de tous ceux qui ont suivi l'affaire. S'adressant aux journalistes peu après que le grand jury a décidé de ne pas inculper le père, Heather McMinn, procureur du comté de Lavaca, a soutenu la décision tout en soulignant que l'affaire était assez simple. Sans surprise, ni l'avocat de la famille de la victime, Ann Husser, ni les autorités n'ont répondu aux questions des journalistes. Toutes les parties étaient, à juste titre, désireuses de tourner la page sur cet incident très traumatisant, en particulier dans l'intérêt de la victime. Et c'est clairement le message qui a été transmis lorsque Ann Husser a déclaré plus tard aux journalistes qu'à la suite de la décision du grand jury, il n'y a plus de problème. À notre avis, aujourd'hui, l'histoire est terminée. Notre dernière histoire raconte l'amour éternel d'un père pour sa fille et les efforts qu'il a déployés pour obtenir justice après que sa fille ait été brutalement enlevée et tuée, alors que ses ravisseurs avaient reçu une forte rançon. C'est l'histoire d'Eduardo Gallo, dont la fille de 25 ans, Paola Gallo, a été enlevée dans la maison de vacances familiale de la ville de Tepoztlán, près de Mexico, en juillet 2000. À la fin des années 90 et au début des années 2000, l'enlèvement est devenu l'activité criminelle la plus connue au Mexique, allant des enlèvements express consistant à attraper des personnes dans des taxis et à les forcer à vider leur compte bancaire dans des distributeurs automatiques en l'espace de quelques heures, aux enlèvements de plusieurs mois, qui s'accompagnent généralement d'une demande de rançon de plusieurs millions de dollars. C'est ce qui s'est passé lors de l'enlèvement de la fille d'Eduardo Gallo en juillet 2000. La jeune femme de 25 ans se détendait dans la maison de week-end de ses parents avec plusieurs amis lorsque les ravisseurs ont pris d'assaut la maison. Les agresseurs sont entrés dans le bâtiment en sautant la clôture avant de terroriser le groupe pendant plus de 2 heures, en volant des bijoux et des vêtements. Ils ont fini par s'emparer de 2 voitures et ont également kidnappé Paola. L'enlèvement de Paola Gallo n'est que l'un des nombreux enlèvements qui ont eu lieu à cette époque à Tepoztlán. La région était une destination populaire pour les week-ends des Mexicains les plus aisés et elle n'était située qu'à environ 35 miles au sud de la capitale, Morelos.
Il n'est donc pas difficile de comprendre l'attrait de la ville pour les entreprises d'enlèvement en plein essor au Mexique. Inutile de dire que de nombreux ménages ont subi de lourdes pertes à cause de ces activités, mais aucun ne l'a ressenti plus durement qu'Eduardo Gallo. L'homme d'affaires, dévasté par l'enlèvement de sa fille, s'est empressé de payer la rançon demandée par les agresseurs, soit 18 500 $ en espèces et quelques bijoux. Une semaine plus tard, le corps de Paola a été retrouvé près de l'endroit où la rançon avait été versée. Elle avait reçu 2 balles dans le cou et dans le dos. La veille de la découverte du corps de Paola, 3 corps des ravisseurs présumés ont également été retrouvés près du même endroit. La famille a été dévastée par la nouvelle, mais s'est sentie sur le point de tourner la page lorsque 3 suspects ont été rapidement arrêtés dans le cadre de l'enlèvement et de la mort de Paola. Cependant, le tireur était toujours en liberté et la piste s'est rapidement éloignée. Le père de Paola a continué à suivre l'affaire avec la police plusieurs semaines après la mort de la jeune fille. Mais il s'est vite senti frustré par leur inaction. Il a donc commis l'impensable. Caroline a déclaré que Maxwell lui avait demandé de recruter des amis pour des massages à caractère sexuel, en leur offrant 300 $ supplémentaires pour chaque personne recrutée. Maxwell aurait évalué le corps de Caroline pour Epstein et ses associés lors d'un tripotage. Selon Caroline, les messages à caractère sexuel ont évolué vers des relations sexuelles avec pénétration avec Epstein et la participation à des orgies avec d'autres personnes. Elle a utilisé l'argent gagné pour acheter de la drogue et a fini par devenir dépendante. La défense de Maxwell a tenté de miner la crédibilité de Caroline, en soulignant qu'elle n'avait pas mentionné Maxwell lors d'un entretien avec le FBI en 2007, axé sur Epstein. Caroline a expliqué que l'entretien portait uniquement sur les allégations contre Epstein et qu'elle n'avait pas été interrogée sur Maxwell à l'époque. Caroline Andriano avait l'intention de commencer une nouvelle vie en Caroline du Nord avant sa disparition tragique. Elle espérait laisser derrière elle les ombres sombres de son passé et aller de l'avant. Mais le destin a eu d'autres projets, et ses rêves ont été brisés. Ce qui rend le décès de Caroline encore plus perplexe, c'est le contenu de son testament, qui a été déposé en 2010. Le testament léguait ses biens à sa mère et à ses 2 enfants les plus âgés, à l'exclusion de son mari et de leurs 3 enfants. Cette exclusion fait froncer les sourcils, surtout si l'on considère que le testament n'a pas été mis à jour pour tenir compte de son mariage et des millions substantiels qu'elle a reçus dans le cadre de règlements liés à Gallo a réussi à trouver la cabine téléphonique que le tireur présumé utilisait près de sa cachette pour communiquer avec d'autres membres de sa bande criminelle. À l'aide d'une méthode sophistiquée, Gallo a retracé les appels passés sur un téléphone portable jusqu'à une cabine téléphonique située à Tultitlan, à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale, dans l'État de Mexico. En juillet 2001, Gallo a fait part de sa découverte à la police de Morelos, qui, à son tour, s'est coordonné avec les autorités de l'État de Mexico pour installer des pièges dans les maisons voisines de l'emplacement de la cabine téléphonique. Ce piège a finalement permis de capturer Francisco Zamora Arellano, qui se cachait dans la ville depuis plusieurs mois. Montiel a confirmé par la suite que Zamora avait avoué avoir tiré sur Paola Gallo à la suite d'un interrogatoire. Après l'arrestation, M. Gallo a publié une annonce dans la presse, dans laquelle il raconte son parcours ardu pour démasquer l'assassin de sa fille. L'annonce, chargée d'émotion, comportait également un éloge funèbre de sa fille de 25 ans, dont le texte était le suivant. « Je t'aimerai toujours, mon enfant adoré. Merci pour ton sourire et tes caresses. Merci pour tes chansons, ton bonheur et ton amour de la vie. Merci, ma belle-fille. Tu as toujours éclairé le chemin pour que je puisse distinguer la justice de la vengeance. Merci d'être ma source d'inspiration pour garder les mains propres et l'âme calme, seul moyen de te revoir. » La contribution d'Eduardo Gallo à l'enquête qui a conduit à la capture de l'assassin de sa fille a été saluée de toutes parts. Même le nouveau chef de la police, M. Montiel, s'est trouvé à court de spéculations pour rendre hommage à l'homme d'affaires devenu détective privé. Montiel a déclaré à propos de Gallo « Cet homme, avec beaucoup de courage, a mis de côté toutes ses affaires personnelles et a mené l'enquête. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran.